Bonsoir madame, bonsoir monsieur, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai le plaisir de recevoir un amoureux, un passionné de la lecture. Et cet après-midi, on se tourne et on dit bonsoir à... Alexandre Télim. Bonsoir Ludovic. Alexandre, sois le bienvenu sur Merci. le plateau de Zouk TV. Alors, comme chaque après-midi, chaque mercredi après-midi, nous allons découvrir de nouveaux horizons, un nouvel univers, où nous allons réfléchir aussi à notre façon d'être, puisque à travers la lecture, c'est régulièrement un questionnement, une remise en question pour essayer de tirer des leçons et pourquoi pas faire mieux la prochaine fois. Donc, Alexandre, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Je vais vous parler, te parler en tout cas, et aux téléspectateurs de la saga Trempage créole que j'ai achevée. Elle est en 4 tomes, cette saga, et aujourd'hui je suis ici présent pour présenter le 4e et dernier tome de la saga. Et voilà, heureux de pouvoir présenter la saga complète. Cette saga qui parle de 4 familles que l'on suit sur une année à travers les coutumes et les traditions d'une année au pays, en Martinique. Un tome, un trimestre, donc ça suit un peu les couleurs de chaque période de cette année. Et voilà, donc il y a Secret de famille en premier tome, Derrière les masques, le 2e, Entre les lignes, le 3e, et Sous les vents, le 4e. Donc on a Secret de famille qui se passe entre les périodes d'octobre à décembre. Donc on passe par la Toussaint, le culte des morts, le début des chantés Noël. Il y a effectivement des secrets de famille qui se dévoilent, dont je parlerai plus en détail juste après, lors de Trempage. Voilà, le 2e tome, Derrière les masques, se passe à la période plus ardente du carnaval, où les masques tombent. Certaines répercussions des secrets de famille dévoilés se font sentir. Il y a un drame à la fin de ce tome, lors du mercredi des cendres, qui relance l'intrigue pour le tome 3, Entre les lignes, qui est plutôt sous des airs de polar, à retrouver le coupable, avec une enquête, avec des indices disséminés dans chacune des familles. C'est un tome un peu plus sombre, qui aborde des sujets un peu plus sérieux. Voilà, et le tome 4, lui, se passe à la période des examens de fin d'année, des jeunes de l'histoire, avec aussi la période des grandes vacances, en passant par la saison des pluies, les tours des Yoles, toute une ambiance particulière de cette période estivale. Donc, les scènes se déroulent en Martinique. Exactement. Il y a 4 jeunes étudiants qui sont à la fac ensemble en Martinique, et on les suit dans leur quotidien à la fac, dans leurs histoires d'amour, et aussi dans leurs histoires de famille. Je me sers de situations cocasses, intrigantes, d'eux qui enfoncent les portes des secrets de leur famille pour dépeindre notre société, parfois complexe, martiniquaise complexe, avec nos différentes coutumes, nos différentes influences culturelles et historiques. Donc voilà, je dépeins la société actuelle, mais qui reste quand même rattachée à tout cet historique, tout ce bagage qui nous fait nous exprimer de la façon dont nous le faisons. D'accord. Alors, ce sont des jeunes des années 2000, 2020 Ouais, ils sont actuels, ils sont des années 2000, des années 2000, on va dire, plutôt. Exact. Je dépeins une Martinique plutôt des 20-30 dernières années. Voilà, c'est un peu ma période d'existence, donc c'est tout à fait normal que je le fasse. Comme d'autres auteurs par le passé ont beaucoup développé leurs ouvrages sur leur période marquante. Donc je l'ai fait sur cette dernière période qui est tout à fait intéressante, et en ramenant quand même cette histoire contemporaine à des références historiques et culturelles. Alors, donc, tu as dit que c'est une saga, non, Trempage. Oui.
Donc, pour un trempage, donc, moi je m'attends à manger. Je pense. Ouais, mais on déguste les mots. Voilà. D'accord. Oui, c'est vrai que j'ai voulu, lorsque j'ai eu cette idée de parler d'histoires de famille qui s'entremêlent dans des quiproquos, drôles dramatiques, j'aime bien les destins croisés, je parle du pays sous toutes ses formes, avec de l'humour, du drame, de l'enquête, du suspense, tout ça, ça fait tout un mélange. Et je me suis dit comment je pourrais appeler cet ouvrage, quel titre symbolique pourrait-il avoir. Et très rapidement m'est venu le concept et le titre de Trempage pour représenter vraiment notre métissage, notre melting pot culturel, toutes nos influences, qu'elles soient africaines, indiennes, européennes. Voilà, le trempage il est riche d'histoire. Il y a beaucoup d'autres cultures qui mangent aussi à la main, comme le trempage. Je peux peut-être leur réexpliquer ce que c'est que le trempage pour ceux qui ne le connaissent pas. Oui, peut-être on pourrait penser que ça va de soi, mais il y a peut-être parmi nos téléspectateurs qui se disent c'est quoi cette affaire de trempage? On trempe quoi? Oui, pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'il y en a toujours, jusqu'à ce matin, j'ai fait une présentation en école à des jeunes qui ne le connaissaient pas. C'est un plat traditionnel du pays, sur base de feuilles de bananier. On étale du pain rassis, mouillé, émietté. Et ensuite tout plein d'ingrédients que l'on souhaite, comme des pois, comme des bananes, du hareng-sort. Ça peut être à base de poisson, de viande, et avec une sauce, agrémentée d'une sauce qui est le secret du chef. Et ça se mange autour d'une table avec les mains. Donc c'est vraiment un plat symbolique qui représente toutes ces couches d'ingrédients. On peut à l'image de toutes ces couches de classe sociale, de la société que je dépeins dans la saga, qui se retrouvent à manger le même plat, à vivre sur un même petit territoire et à composer ensemble. Donc je trouvais le titre original. Et en plus de ça, il renvoie aux traditions qui ont tendance à se perdre, notamment le trempage qui n'est pas connu de tout le monde. Et ça me permet de véhiculer ce message de transmission et de faire perdurer les traditions. Donc voilà. Donc on déguste le trempage comme on déguste les mots. Donc pourquoi pas réunir les deux univers à travers ce titre. Je suis d'accord avec le concept. Alors juste une petite parenthèse avant de retourner vers les différentes sagas. Tu écris depuis combien de temps? Comment est-ce que tu es né écrivain? Comment ça t'est venu? Alors, je ne sais pas si on est écrivain, c'est plus les autres qui le disent, donc à force, on se dit qu'on l'est peut-être. Alors, en sortant 4 livres, peut-être qu'on l'est. En se retrouvant en librairie, peut-être qu'on l'est. En faisant des dédicaces avec des retours positifs du public, peut-être qu'on l'est. Mais en tout cas, j'ai commencé à écrire depuis le collège. Au début, j'ai commencé par la bande dessinée jusqu'en 5e à peu près. Et ensuite, j'ai petit à petit laissé le dessin pour les écrits. J'avais plus de choses à dire par écrit. Au final, ça allait plus vite d'écrire que de dessiner. Et puis, je pouvais me créer tout un univers mental qui avait plus de limites. Donc, c'était beaucoup plus vibrant pour moi d'écrire. Donc, j'ai commencé à écrire des petites nouvelles. En mettant en scène des amis et des camarades, en leur réinventant des noms et en créant un peu un monde parallèle par rapport vis-à-vis de l'école, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer mon sens de l'écriture, et notamment j'avais un professeur qui m'a beaucoup poussé, sans le savoir, notamment à lire mes rédactions en classe. Voilà, c'était un professeur de français. Donc bon, il est assez discret, je dirais pas son nom, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Et donc qui m'a beaucoup encouragé, et d'ailleurs idem pour un professeur de français de seconde, et qui ont été surpris que j'ai pas suivi des études littéraires pour autant. Voilà, j'aimais véhiculer des messages, refaire le monde, et du coup utiliser la langue française pour me faire comprendre des autres, tout simplement. Voilà. Et
Ce n'est qu'en quittant la Martinique après le bac en métropole que j'ai eu d'autres questionnements, en étant confronté à l'autre, aux autres cultures, et en voyant la vision que les autres avaient de la Martinique. Ça m'a un peu boosté à proposer, moi, ma vision du pays, pas seulement la mienne, puisque Trempage Créole est quand même basé sur des anecdotes que j'ai recueillies autour de moi, des avis, pour créer tout l'univers et les différentes personnalités de l'ouvrage. Donc il n'y a pas que ma façon de penser qui subsiste dans l'ouvrage. Mais en tout cas, oui, c'est en partant que j'ai ce projet qui a de plus germé. Voilà. Et ton premier tome, il est paru vers quelle année? Le premier tome est paru en 2011. Ouais. Je l'ai écrit en 2 ans. Donc, j'ai passé les 6 premiers mois à recueillir plein d'anecdotes dans ma famille, dans celle des autres, pour construire les 4 schémas familiaux de la saga. Et ensuite, je me suis lancé dans cette écriture et voilà, et arrivé à la moitié de l'écriture du premier tome, je me suis dit que tout pourrait pas rentrer dans un livre. Je me lance dans une saga et c'est parti. Donc, j'avais mon petit manuscrit en main du premier tome que j'ai fait, que j'ai essayé de faire connaître déjà en l'envoyant par voie postale à des maisons d'édition, mais qui restaient sans réponse ou avec des réponses négatives. Finalement, j'ai arpenter les couloirs des salons de livres sur Paris. J'ai pu tomber sur la maison d'édition Orphi qui m'a donné ma chance, qui a respecté mon texte et qui me suit depuis le premier tome jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc le premier tome est sorti en 2011, ensuite les 2 autres 2 ans après, donc 2013 pour le tome 2, 2016 pour le tome 3. Et le tome 4, il a mis un peu plus de temps. Il est sorti cette année. Certains ont eu le temps de m'oublier, d'autres ont eu le temps de s'impatienter complètement. Oui, c'est vrai qu'il est arrivé une période, notamment du Covid, qui a été très peu inspirante. Et puis j'ai mis le temps de le faire maturer parce que je voulais pas qu'il soit seulement un tome qui clôture la saga. Je voulais qu'il ait vraiment son identité, ses thématiques propres et ça a mis un peu plus de temps que les autres, ouais, pour boucler l'histoire. Oh, donc tu anticipes une question que j'avais plutôt pour la fin de l'émission. Ah mince, je passe. Non, il n'y a pas de souci. Oui, on pourrait revenir. Non, c'est-à-dire dans le sens où moi j'aime bien quand il y a des sagas, donc questionner sur la suite, mais tu as parlé déjà de conclure. Ah oui, je conclus. Oui, c'est vrai que la saga est complète avec ces 4 tomes, d'accord. Mais tu peux garder ta question pour la fin de savoir ce que je ferai après. Pas de problème. Ça marche, il n'y a pas de souci. Alors, on revient vers le premier tome. Donc, oui. Redonne-moi le sous-titre, parce qu'il y a un sous-titre. Secret de famille. Secret de famille. Ouais, exact. Oui, Secret de famille, ce premier tome. Alors, je peux déjà parler des 4 schémas familiaux, des 4 protagonistes de l'histoire. Donc ils sont 4 amis. Donc il y a Yann qui lui est issu d'une famille recomposée, à travers laquelle on suit les complications de ces familles recomposées qu'on a pas mal au pays, et notamment le côté superstition, croyance, sorcellerie. Qu'on peut donner comme explication à certains faits qui peuvent arriver dans les familles. Il a notamment sa branche de sa famille indienne qui lui apporte pas mal d'incompréhension et c'est le premier à vouloir briser le silence et à embarquer du coup ses amis à se poser des questions sur leur famille également. Donc il est un peu l'âme de leader, de détective privé. Il nous aide à nous glisser comme une petite souris au sein de sa famille. On suit également dans sa famille les différents courants religieux qui peuvent diviser une famille. Ceux qui se donnent des droits au nom de Dieu, de jugement, d'agir et voilà, on a ça pas mal, surtout que voilà, on a nos croyances religieuses qui sont très imbriquées à l'éducation, donc je parle un petit peu beaucoup même de ces aspects. Il a sa meilleure amie, Flora, qui vit elle dans une famille aisée, dans un quartier résidentiel.
avec tout ce qu'il faut, la grosse maison, la belle voiture, tout, très dans le souci des apparences. Elle a toujours tout eu sur un plateau d'argent, mais réalise qu'il y a des choses qui sonnent faux. Notamment, elle découvre qu'elle a un père biologique qu'elle ne connaissait pas, et c'est le début de sa quête identitaire. À travers son personnage, on essaye de suivre tous ces aspects un peu superficiels qu'on a au pays, mais de façon originale. Elle est très provocatrice auprès de sa famille. Elle fuguait du catéchisme. Elle sort avec ceux qu'on dit délinquants. Elle nous fait voyager dans la culture Rastafari également. Elle s'essaye à plein de choses pour se trouver elle-même. Donc c'est vrai que j'utilise pas mal ce personnage pour nous faire gambader vers des contrées qui peuvent parfois inquiéter. Voilà. Elle a sa meilleure amie, Maëlle, qui, elle, vit dans une maison familiale avec des grands-parents qui tiennent la maison, des oncles et tantes, des cousins et cousines. C'est tout un remue-ménage dans cette famille. Elle subit l'inceste de son oncle, qui était matérialisé par le Dorlis de ses rêves, mais qui petit à petit prend forme. Et on suit un peu son combat pour faire entendre sa voix. Et en parallèle, on suit le combat de ses grands-parents pour garder le contrôle de la maison, le titre de propriété de la maison qui est vraiment disputé par les autres membres de la famille, notamment la belle-fille de la grand-mère de la maison qui n'hésite pas à monter son salon de coiffure pendant que la grand-mère est à l'hôpital, par exemple, ou une autre tante de la branche mulâtresse de la famille qui arrive à grand renfort de tout son héritage foncier et sa fortune pour opposer ses droits. Donc voilà, c'est un peu ça, tout son décor. Et Lionel, lui, qui est issu d'une famille campagnarde avec un père très conservateur, très rattaché à sa musique belay, à ses animaux de la ferme, à son pitié de combat de coq. Lionel, lui, est à l'ère des réseaux sociaux, est fan d'audiovisuel, sort avec une béquille, prend une tournure de vie qui est beaucoup trop éloignée de ce que son père avait prévu pour lui. Donc on suit un peu leur relation père-fils, très très éloignés l'un de l'autre. Donc à voir avec l'intrigue comment des ponts peuvent se faire entre leurs deux générations qui s'éloignent beaucoup. J'ai envie de dire déjà félicitations parce que à travers les différents personnages que tu prends, je vais pas dire que tout le monde peut trouver son compte, mais ça, effectivement, ça représente, comme tu as parlé le terme melting pot, tout ce mélange par rapport à on attend certaines fois à dire la tradition, mais plutôt les traditions, puisque c'est un foisonnement, c'est plusieurs rencontres de situations qui donnent la tradition, la culture, mais en fait, c'est les traditions, les cultures. Et avec différentes situations qui, je pense, concernent beaucoup, je ne vais pas dire tout le monde, mais beaucoup de familles martiniquaises, parmi ce que tu as cité. Oui, c'est le but. Quand j'ai récolté toutes les anecdotes que j'ai pu avoir, il y en avait une centaine. Il m'a fallu ordonner tout cela et trouver effectivement des schémas familiaux caractéristiques dans lesquels je pouvais imbriquer chacune des anecdotes, voir lesquelles feraient office de fil rouge tout au long d'un livre ou de la saga et lesquelles seraient plus anecdotiques. Donc c'est vrai que c'est une petite gymnastique à mener pour réaliser le cocktail final. Donc certains me demandent est-ce que j'ai déjà eu la page blanche. Je ne sais pas si ça aurait été de vos questions, mais de tes questions. Mais il n'y a pas de souci. Mais en fait non, parce qu'en fait je parle de faits, d'une tonne de faits arrangés. Donc il n'y a pas de page blanche, mais plutôt un vrai travail de synthèse. Pour construire un texte fluide et en plus ajouter des bribes d'informations historiques et d'origine de la culture qui puissent bien s'imbriquer dans le récit. Donc c'est surtout ça, cette gymnastique d'organisation d'informations qui est le réel travail, en tout cas du projet Trempage Créole. Alors juste pour
conclure sur ce premier tome. Oui. Rappelle-nous la période de l'année. Alors, la période de l'année, c'est octobre à décembre, donc c'est un peu la rentrée scolaire et le début des questionnements de ces jeunes dans leur famille. Et en fait, dans ce tome, je pose le décor, je décris bien les familles, les maisons, l'architecture, les reliefs, le paysage. Voilà, ça pose bien le décor. Et notamment, il y a un trempage qui s'organise durant lequel pas mal de secrets sont dévoilés de façon un peu scandaleuse. Et voilà. Donc, du coup, ça ouvre la porte sur le tome 2. D'accord. Alors, le tome 2 qui est paru 2 ans après. 2 ans après, en 2013. Période carnavalesque, du coup, entre janvier et mars, en gros. Voilà. D'où le sous-titre Derrière les masques. Exactement. C'est un peu le petit jeu de mots. Donc les masques tombent avec les secrets. En même temps, c'est le carnaval. Donc ça dans ce tome, je parle de différentes thématiques. Notamment, j'ai des personnages guadeloupéens qui arrivent dans l'intrigue. Donc je parle un peu du chauvinisme entre Martinique et Guadeloupe. Avec le carnaval, je parle de l'origine de toutes les traditions, les Negrosiro, les Diables Rouges, un peu toutes ces symboliques du masque qu'on a, qui nous vient notamment de l'Afrique. On a également, je parle également de nos rapports avec les autres communautés qui sont sur l'île, comme les Haïtiens, les Syriens, voilà. Il y a plein de thématiques, voilà ce que je peux citer de prime abord, voilà, pour le tome 2. Et donc, comme je disais, à la fin du tome 2, le mercredi des cendres, il y a un drame qui se passe et qui relance l'intrigue pour le tome 3. Ah oui, puisque j'allais venir, puisque comme derrière les masques, je me suis dit, tiens, en principe, tout devrait être révélé à ce moment-là, mais non. Et non. Il est doué, cet auteur. Voilà. Oui, il y a une tentative de meurtre et qui implique pas mal de personnes au tome 3. Je me suis amusé à donner un rôle un rôle ou des points de vue à toutes les familles sur cette situation un peu marquante. Alors, excuse-moi, est-ce que tu peux nous donner le sous-titre du tome 3 ? Ah oui, s'il te plaît. Entre les lignes. Entre les lignes. Pourquoi entre les lignes ? Parce que un des fils rouges de ce tome est la rédaction du journal de la fac. Donc, je passe par ce biais pour que les protagonistes puissent enquêter, faire leurs articles sur différents sujets, notamment les grossesses précoces au pays, notamment comment est structurée l'université entre la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, quel est le champ des possibles pour plus tard dans l'Hexagone et sur le reste du monde. Je parle c'est à peu près ça et du coup il rédige du coup ce journal tout au long du tome et en même temps enquête sur la tentative de meurtre qui implique notamment la famille Becquet de l'intrigue. La famille Becquet qui a une fille qui sort justement avec Lionel de la famille Compagnards. Donc du coup, il y a aussi une grosse période électorale qui se joue. Oh, il y a même les élections. Ouais, il y a même des élections qui impliquent les jeunes. Ces jeunes, voilà, j'essaye toujours d'avoir des intrigues en parallèle, donc qu'il y ait plusieurs lectures, donc notamment pour les adolescents qui pourraient me lire, mais également pour les plus adultes qui liraient. Il y a plusieurs lectures, donc une intrigue de base, notamment avec ces jeunes. Je prends l'exemple des élections avec Lionel et elle s'appelle Caroline Becquet qui sortent ensemble, mais leur famille se retrouve opposée au niveau politique et se retrouve un peu mêlée à cette confrontation politique dans ce tome 3, par exemple. Voilà. Intéressant, très intéressant. Et le tome 3... le 4 vas-y. Non, je peux pas dire comment finit le tome 3 parce que ça donnerait trop d'infos. Mais en tout cas, il y a
Le tome 4 est particulier parce qu'à la fin du tome 3, c'est plus les jeunes qui enfoncent les portes de leur secret de famille, ce sont leurs propres secrets qu'ils ont construits durant les 3 premiers tomes, qui se retrouvent dévoilés au grand jour et qu'ils ils s'efforcent d'essayer de cacher auprès de leur famille. Donc la situation se renverse. On a une sorte d'effet miroir. Effectivement. Et donc ce tome est beaucoup plus tourné vers ces jeunes. Il est beaucoup plus tourné vers l'environnement également. Il y a toute une intrigue autour d'un arbre centenaire, un zamana, que l'on souhaite abattre. On cultive son jardin créole. C'est le tome de la saison des pluies. On se bat contre les forces de la nature. Notamment aussi, il y a un tour d'Aïol. Avec une course-poursuite en bateau. J'ai essayé de proposer quelque chose d'assez original, d'assez frais. Je me suis dit, allez, c'est le dernier tome, je m'envole, je laisse aller, donc sous les vents, d'où le sous-titre de ce tome. Et voilà, j'ai tout lâché. C'est le tome de tous les risques. C'est mon préféré, je vous le dis. Oh, tu t'es mouillé, c'est ton préféré. Et justement, quand je vois le titre Trempage créole, comme ça fait l'actualité martiniquaise. Bon, après, je précise que ton ouvrage a été écrit, en tout cas le dernier tome, a été écrit bien avant l'actualité. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un clin d'œil à la langue créole ou... Absolument. Trempage créole avec créole écrit en créole. J'ai tenu à le faire. J'ai eu des remarques par rapport à ce titre, me disant que c'était pas assez vendeur dans l'Hexagone, que j'aurais dû l'appeler autrement. J'ai dit non, j'ai voulu l'affirmer. Trempage, ça a vraiment un sens symbolique. Et créole fait partie aussi de nos langues. Voilà, et même nos prédécesseurs, notamment... je suis d'avis d'Aimé Césaire, qui le dit lui-même, qu'il faut épouser tout notre héritage. Et le français en fait partie, le créole également. Donc je suis profondément martiniquais à travers le créole, mais je rajoute la forme française, effectivement, pour me faire comprendre des autres. Donc voilà. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de dialogues, c'est très vivant, mon écriture, et notamment des passages en créole traduits. Pour ceux qui ne comprennent pas, puisque l'ouvrage se veut être autant authentique pour les lecteurs martiniquais que accessible à ceux qui veulent découvrir la culture. Et comment être authentique autrement qu'utiliser le créole. C'était indispensable. Je ne pouvais pas l'éviter. D'accord. Donc, comme quoi, même en étant à Paris une bonne partie du temps, le créole ne s'oublie pas. Ah, moi pas, j'ai oublié. Non, je ne parle pas beaucoup, j'avoue. Mais en tout cas, avec la saga Trempage créole, j'ai appris à l'écrire. Oui. Et c'est une langue très, très belle, très riche. Et pour moi, elle est vraiment complémentaire du français dans mes écrits. D'accord. Alors, tu as expliqué au début, lorsque tu as commencé le premier tome, tu t'es rendu compte que tu ne pourrais pas mettre tout dans un seul. Ouais. D'où est venue l'idée de faire une série. Est-ce qu'il y a un tome pour lequel tu as été, on va dire, plus inspiré que d'autres ou... Bon, après, tu expliquais que ton souci, c'était pas la page blanche. Oui. Ton souci, c'était le côté synthétique, puisque tu avais des informations, comment, à partir des informations, les présenter, les structurer pour faire quelque chose d'accessible au lecteur. Alors, c'est vrai que souvent, lorsque je dois parler de certains détails de mes récits, souvent me reviennent des exemples du tome 2. Je pense que c'est un tome qui a été assez déterminant, c'est-à-dire que j'ai écrit le tome 1 sans complètement savoir où j'allais pour cette saga, et le tome 2, j'ai eu une meilleure assise pour savoir jusqu'où j'allais aller. Et j'avoue que je pense qu'aussi j'étais dans une période de ma vie peut-être plus inspirante. Je prends l'exemple, un exemple, comme je te disais, j'essaye d'avoir plusieurs lectures
dans mon écriture et prendre une situation de tous les jours et en parallèle parler d'un fait culturel ou historique. Je prends l'exemple de la relation de Lionel avec son père. Son père qui a ses animaux et son pit de combat de coq. Donc j'explique toute la distance et les lacunes qu'ils ont pu avoir ensemble à construire leur relation père-fils lorsque Lionel voit à quel point son père bichonne ces coqs qu'il va envoyer à la bataille et toute cette attention qu'il leur porte et pas à lui. Donc on suit... Voilà, on suit cette relation émouvante qui se perd et en même temps comment on prépare le coq, comment on prépare cette tradition du combat de coq, par exemple. Et pendant cette bataille du combat de coq, il y a une altercation entre son père et notamment la mère béquée de sa copine. Et donc j'essaie toujours d'avoir ces situations un peu parallèles et pour amener plus de relief à mon récit. Et je trouve que je l'ai davantage fait dans ce tome 2, donc je pourrais dire que celui-là, il est plus inspirant. Je prends un autre exemple de deux autres jeunes de l'histoire qui tombent amoureux, qui se retrouvent par accident au même enterrement et découvrent qu'ils sont probablement cousins et qui se lancent dans leur recherche généalogique. La boule au ventre de savoir s'ils pourront rester en couple ou non. Et derrière cette intrigue, voilà, on apprend comment construire son arbre généalogique jusqu'aux ancêtres esclaves, avec les différents sobriquets saugrenus qu'on pouvait leur donner, suivant leurs caractéristiques physiques, par exemple. Voilà, donc je trouve que peut-être de façon plus habile, j'ai pu mener ces écritures, ces intrigues parallèles dans le tome 2. Voilà. Oh. En fait, c'est tout un travail d'enquêteur. c'est pas seulement tu te présentes comme un auteur, mais tu devrais être aussi enquêteur, journaliste. J'avoue que je me laisse prendre au jeu de mes personnages qui enquêtent dans leur famille. Je me laisse prendre au jeu. Mais c'est vrai que je suis juste parti du principe d'avoir une situation actuelle et d'expliquer les comportements. C'est-à-dire chacun a des raisons d'agir comme ils le font et probablement c'est peut-être un héritage familial, un héritage historique, culturel et j'essaie toujours d'expliquer de façon que ce soit pédagogique ou d'avoir un point de vue psychologique sur les personnages, d'expliquer leur façon de vivre. C'est ce qui me permet d'étoffer en tout cas mon texte et de finir par en faire 4 tomes. Alors pour revenir sur l'aspect gourmand, puisqu'on a vu qu'on pouvait déguster de façon intellectuelle, littéraire, est-ce que, puisque tu as parlé comme tu as parlé de généalogie, justement, comment faire, puisqu'il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui se demandent, qui auraient bien voulu, mais ils ne savent pas quel est le premier pas. Oui. Est-ce que dans toutes tes astuces, tu donnes aussi des recettes? Des recettes, par exemple, pour le trempage, comment faire un bon trempage ou... C'est vrai que oui, dans le tome 1, quand je décris un peu le trempage, je décris comment il est fait, puisque c'est la grand-mère de l'histoire qui le fait, ce trempage, et qui invite les autres personnages de la saga. Donc j'explique un peu tout les différentes étapes pour le faire. Et d'ailleurs, Manlous et cette grand-mère pour d'autres scènes également, lorsque Maëlle, sa petite fille, vient lui poser des questions, notamment sur leur famille, elle peut être en train de préparer un migan de fouille à pain ou un colombo ou autre chose. Donc je décris, je m'arrange toujours pour décrire quelque chose de la vie quotidienne lorsque je mets en scène les personnages. Et Manlous sert particulièrement à traiter, à décrire des recettes culinaires. Ouais. Alors, puisque comme on est sur l'aspect tradition, culture. Tu as dit, alors si je ne me trompe pas, c'est le père de Lionel qui pratique le belay? Oui, voilà. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des séquences belay, des images où on voit ce côté défense du patrimoine qu'est le belay?
Oui, je parle du Bellay et notamment en versus Gros Cas, puisque c'est dans le tome 2 surtout que j'en parle avec l'arrivée des Guadeloupéens. Oui, il y a le père de Lionel qui est embouillé, il y a un autre personnage, un autre jeune qui est danseur. Donc oui, je parle un peu de cette tradition, de comment elle est vécue, comment elle est dansée, d'où elle nous vient. Notamment, il y a un enterrement dont je parlais tout à l'heure, où il y a deux protagonistes qui pensent qu'ils sont cousins. Pendant cet enterrement, il y a le groupe qui joue, et j'explique comment les enterrements pouvaient se passer à l'époque, avec notamment cette musique, la musique Bellay, qui pouvait accompagner le mort, jusqu'à la sépulture. Comment on l'utilise aussi dans des moments de joie. Voilà, c'est sûr que ça amène, nos traditions amènent de la couleur, en tout cas aux intrigues que je décris, quoi. Et est-ce que le Bellay et le Gros Cas arrivent à coexister? Moi, je suis fan des fins heureuses, quand même si j'aime bien piquer et lever le rideau sur des tabous. J'aime bien que les choses prennent du sens. Et pour moi, le sens des choses, c'est l'union, c'est le rassemblement. Et c'est ce que j'espère et c'est ce que je tente de montrer dans mon œuvre. C'est vrai que je dépeins une réalité, mais également ce que j'aurais voulu que la réalité soit. C'est un équilibre entre les deux. D'accord. Alors, puisqu'il nous reste encore quelques minutes, donc je vais revenir sur ton propos de début, puisque tu as expliqué que tu as bouclé la série. Puisque oui. Tu as expliqué que ta série était basée sur un principe de saison, de temps fort, oui, de notre société. Et donc, le numéro 4, c'est un petit peu le 4e trimestre. Oui, voilà. Parce qu'une année, c'est 12 mois, 12 divisé par 3 égale 4. Donc, il n'y aura pas de série 5. Non, il n'y aura pas de 5e, non. Il n'y aura pas de 5e, malheureusement. C'est vrai qu'en plus, j'ai évolué pendant ces 12, 13 dernières années avec ces personnages. Donc, ça a été un peu triste de leur dire au revoir. Mais c'est vrai que je pense être arrivé au bout de ce que je voulais dire dans cette aventure Trempage Créole. J'ai vraiment balayé tout un ensemble de sujets socioculturels, de traditions, des différentes périodes. Je ne voyais pas ce que je pouvais ajouter avec un 5e tome. Donc pour moi, il est bien achevé. Il a mis du temps en plus à sortir et j'ai voulu bien finir l'histoire. Et d'ailleurs, la porte est ouverte à la fin du tome 4, mais c'est une porte ouverte à toute possibilité. Donc il n'y a pas de suspense particulier qui laisse en attente. Voilà. Mais je ne suis pas triste parce que l'esprit Trempage, je pourrais toujours le reporter sur d'autres projets. Exact. Donc, l'écriture n'est pas terminée? Absolument pas. Je n'ai pas arrêté depuis le collège. C'est quelque chose de viscéral. Je crois que je m'exprime par écrit comme je ne pourrais m'exprimer d'aucune autre façon. Je ne vois pas comment je pourrais m'exprimer autrement. Ce que je ressens dans l'écriture, je le ressens pas ailleurs, donc je continuerai à écrire. J'ai d'autres projets en tête. Le tout est de savoir sur quoi m'arrêter et ce que je vais développer. Donc c'est un peu tôt pour le dire pour l'instant parce que je suis j'essaie de prendre le temps, de profiter du bonheur d'avoir fini la saga Trempage Créole et de la faire connaître. Donc pour l'instant, je suis assez concentré là-dessus. Mais très rapidement, je vais m'atteler à mon prochain projet. Donc on continuera, j'espère, à me voir dans le paysage littéraire du pays. Alors pour nos téléspectateurs, pour ceux qui découvrent justement la saga Trempage Créole, est-ce que tu recommanderais de commencer par le premier tome ou ça peut se lire, se comprendre en passant par... Comment as-tu une méthode de lecture? Je laisse le choix au lecteur. Il y en a qui aiment vraiment
connaître, comprendre une histoire dès le début jusqu'à la fin, avec tous les détails qui vont avec. Mais si on me demande, je dirais que les tomes ils sont interdépendants, c'est-à-dire que ils sont structurés de façon à ce que chacun ait un épilogue et un prologue. L'épilogue relance l'intrigue pour le tome suivant, le prologue du tome suivant reprend ce qu'il faut pour pouvoir poursuivre l'histoire. Donc je dirais qu'on peut commencer par n'importe lequel et raccrocher les wagons. Mais c'est vrai qu'en commençant par le 2 ou le 3 ou le 4, je reviens pas sur certains détails, mais je reviens sur l'essentiel, mais pas sur certains détails que j'ai pu décrire dans le tome précédent. Sinon, il n'aurait peut-être pas lieu d'être. Donc voilà. Donc moi, j'ai envie de dire à votre guise. Certains me prennent directement le 4e, et je n'ai aucune inquiétude avec le fait qu'ils puissent bien suivre l'histoire avec ce tome 4. D'accord. Alors, en guise de conclusion, est-ce que tu as, je ne sais pas employer quel terme, des mentors soit littéraires ou peut-être même culturels, qui justement t'ont aidé à puiser soit ton inspiration ou bien ton positionnement, ou voilà. Est-ce que tu as des mentors, puisque tu as mentionné au début que tu n'as pas fait d'études littéraires. Tu écrivais depuis le collège, tu avais déjà un intérêt assez prononcé pour l'écriture, mais on pourrait se dire, tiens, c'est un prof de lettres. Et tu nous confirmes que non. Donc, je ne sais pas, je sais que j'ai eu cette fibre, assez naturellement. Et mon premier mentor, je dirais que c'est mon père, qui m'a beaucoup ouvert les yeux sur le monde. Il revenait toujours avec des récits de voyage, avec une culture, l'équilibre entre la culture martiniquaise et celle d'ailleurs, d'européenne. Donc, il revenait aussi bien avec des albums d'Eugène Mona que de Jean-Jacques Goldman à la maison. Donc, il y a toujours eu cet équilibre, cette philosophie d'épouser tout notre héritage, en fait, de tous les côtés. J'ai eu mes profs de français du collège et de seconde, qui aussi ont été très encourageants, donc je les compte aussi dans le voyage. Et puis ensuite, à l'écriture de Trempage Créole, j'ai eu beaucoup de témoignages vivants, notamment de mes grands-parents, qui sont plus de ce monde aujourd'hui, notamment de Euler, Franz Ferjul, Robertin, qui est d'ailleurs décédé cette année, qui m'ont donné vraiment des témoignages vivants que j'ai pu ajouter aux intrigues. Donc je suis plutôt fier d'avoir ces petits détails qui sont maintenant gravés dans les écrits de la saga. En tout cas, merci beaucoup pour ta présentation, merci d'être venu. Merci à toi, Ludovic. Donc, Trempage Créole, excuse-moi une dernière fois, est-ce que tu peux nous donner les 4 sous-titres de tes ouvrages, s'il te plaît? Volontiers. Trempage Créole, la saga, qui compte 4 tomes. Le tome 1, Secret de famille. Le tome 2, Derrière les masques. Le tome 3, Entre les lignes. Et le tome 4, Sous les vents. Au complet. D'accord, c'est au complet. Le message est passé. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment. Merci à toi, Ludovic. C'était très agréable. Merci, chers téléspectateurs, pour ces quelques minutes que vous avez passées en notre compagnie. Et si, comme Alexandre, vous voulez venir sur le plateau présenter un ouvrage, soit qui vous tient à cœur ou que vous avez vous-même composé, vous pouvez le faire. Il suffit de composer le numéro qui s'affiche à l'écran, à savoir le 06 96 19 41 13, et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Zouk TV. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt.